Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode des chroniques de Youssef Indy. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne, on en a besoin, via Tipeee, via PayPal, via Patreon, dans la description de la chaîne. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui me suivent pour mon absence et surtout en particulier auprès de tous ceux qui voulaient assister à ma conférence à Grenoble. Samedi dernier, j'ai eu une grosse urgence à gérer et j'ai dû mettre en suspens le travail et toutes mes activités liées à mon travail, donc les conférences, chroniques, etc. Voilà, donc je reprends doucement après 10 jours, de non-activité professionnelle. Voilà, bon, ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Voilà, quand vous avez un imprévu, un gros imprévu, une urgence, il vous arrive de ne pas aller au travail. Ce qui a été mon cas. Voilà. Alors, ceci étant dit, je me rapprocherai de l'équipe d'égalité et réconciliation Grenoble pour fixer une nouvelle date. Voilà, une date de conférence. Alors, étant donné qu'il n'y a pas eu de chronique la semaine dernière, je me rattrape cette semaine. Donc là, il y a cette chronique donc de mercredi que vous êtes en train de regarder. Et je vais faire une chronique exceptionnellement qui sera diffusée, si Dieu veut, dimanche prochain. Donc ce dimanche, à 20h. Je ne sais pas quelle date ce sera, je suis un peu en décalage en ce moment, mais bon, vous m'avez compris. Donc dimanche prochain à 20h, une chronique, donc la chronique 43, qui sera la suite de cette chronique-là, de ma série sur l'Afrique. La semaine dernière, il a été question de la géopolitique africaine de la Russie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le Sahel, c'est-à-dire le conflit au Sahel impliquant le Mali, l'Algérie, bien sûr les Touaregs et la Russie, pour pouvoir aborder la question que j'avais évoquée lors de la dernière chronique, à savoir la stratégie, en gros, la stratégie américaine pour le Maghreb et l'Afrique du Nord, et la relation des États-Unis d'Amérique au Maroc, à l'Algérie, et la confrontation sourde, mais réelle, entre la Russie et les États-Unis. Ce qui implique un certain nombre de bouleversements stratégiques et de nouvelles orientations, en fait, qui n'apparaissent pas au grand jour, notamment celle de l'Algérie. Donc, précision aussi au préalable, puisqu'il s'agit dans cette chronique de l'Algérie, que je suis marocain, et que beaucoup de gens vont s'exciter, j'en suis sûr, dans les commentaires avant même d'avoir regardé la chronique. Ce que je vais essayer de faire ici par précaution, c'est aborder les faits, comme je le fais d'habitude, bien sûr, mais en prenant en compte les différents points de vue, les points de vue des différents acteurs. Donc les acteurs maliens, touaregs, russes et algériens. Donc à chaque fois, donc sans prendre parti, je mettrai en avant les positions des uns et des autres, parce que il y a un conflit, donc il y a des accusations qui vont dans tous les sens. Donc bien sûr, dans cette chronique, je prendrai aussi en compte le point de vue de l'Algérie et la position de l'Algérie, position bien sûr officielle de l'Algérie, ce que disaient les dirigeants algériens, ce que dit la presse algérienne en répondant aux accusations dont ils font l'objet, venant notamment de la partie malienne. Voilà. Et ensuite, ce sera à chacun de se faire sa propre opinion, son avis personnel. Bien sûr, j'ai un avis personnel sur ce sujet, mais je ne vais pas le mettre en avant dans cette chronique. Je vais avancer les faits en essayant d'être le plus objectif possible. Voilà, donc regardez jusqu'au bout.
parce que dans une première partie, je vais mettre en avant les arguments de la partie malienne, donc qui mettent en accusation l'Algérie, et puis ensuite je prendrai en compte, donc je citerai les dirigeants algériens, la presse algérienne, et donc je mettrai en avant la position algérienne par rapport au conflit au Sahel, voilà, pour avoir une vision la plus objective possible et la plus globale. Donc regardez jusqu'à la fin. Et puis ce sera intéressant, vous verrez. Alors, d'abord, on va commencer par le contexte. J'enregistre cette vidéo le mardi 11 novembre pour une diffusion au moment où vous la regardez, c'est-à-dire mercredi 12 novembre à 18h. Alors, le contexte. Donc, la guerre au Mali, qui a débuté en 2012, est une des conséquences, il faut le rappeler, de la destruction de la Libye par l'OTAN, en particulier par la France qui était en pointe à l'époque, la France de Nicolas Sarkozy, donc, qui a conduit à la combinaison de plusieurs facteurs. Les Touaregs, qui occupent la zone depuis des milliers d'années, les groupes armés dits djihadistes, je dis dits djihadistes parce que le terme de djihad est un terme flou pour les francophones, et qui a été détourné de son sens premièrement, et deuxièmement parce que des Touaregs qui n'avaient rien à voir avec le djihadisme et le terrorisme ont fusionné avec eux, et sont même devenus, pour certains d'entre eux, djihadistes. Donc on est passé d'objectifs territoriaux, d'occupation d'un territoire, voire même de création à terme d'un État touareg, entre l'Algérie et le Mali, sur le territoire malien, mais qui peut aussi menacer l'Algérie, donc à cheval sur les deux territoires, puisque ce sont des populations qui sont là depuis, comme j'ai dit, depuis des milliers d'années. Et aussi des trafiquants. Donc tout ça se mêle. Groupes touareg, djihadistes, terroristes, à coloration wahhabo-takfiriste, et des trafiquants. Voilà pour le décor. Donc ces groupes, touareg séparatistes, terroristes, dès 2012, avait réussi dès 2012 à prendre le contrôle de zones urbaines au nord du pays, au nord du Mali. L'intervention militaire française, qui commence en 2013, il y a eu plusieurs opérations, avait pour objectif officiel de résorber le chaos. Mais un chaos qui a été produit par la France de Sarkozy. Donc la France va résorber un chaos que la France a produit. Cherchez l'erreur. Puis à partir de 2021, la Russie a déployé son organisation paramilitaire Wagner, qui a changé de nom, qui est devenue l'Afrika Korps, qui est contrôlée directement par le ministère de la Défense russe. Donc la Russie a déployé Wagner donc, au Mali, à la demande du gouvernement malien, et donc arme et entraîne l'armée malienne pour faire face à la double menace séparatiste touareg terroriste. Voilà. Au moment où j'enregistre donc, cette vidéo, donc, je vous l'ai dit, on est mardi 11 novembre 2025, au moment où j'enregistre, donc, le groupe terroriste JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, son acronyme de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, opère un blocus énergétique sur Bamako, attaquant systématiquement les camions-citernes pour empêcher l'approvisionnement en carburant, afin, vraisemblablement, de faire tomber l'État malien, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure de prendre le pouvoir au Mali et à Bamako. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une pression économique pour bloquer le pays et faire tomber l'État malien, le gouvernement actuel du Mali. Alors, comme je vous l'ai dit, ces groupes touaregs, on va dire nomades et semi-nomades du Sahara, sont là depuis des milliers d'années, et en fait on a affaire à un phénomène très ancien.
très ancien, sous une forme nouvelle. Et déjà dans l'Antiquité, les nomades du Sahara posaient un problème, voire des problèmes. Alors je vais vous citer un ouvrage que j'ai depuis longtemps, qui s'appelle Histoire générale de l'Afrique, qui est un ouvrage collectif paru en 1986, il me semble. Et je vais vous citer un passage qui est assez intéressant, qui va 1987, voilà. Qui est intéressant et qui va vous donner une perspective de longue durée de ce qui se passe. Alors, je cite. La politique romaine, donc là on est dans l'Antiquité, hein. L'Antiquité romaine, donc à l'époque où les Romains colonisaient une partie de l'Afrique du Nord. Alors, la politique romaine peut se résumer brièvement ainsi. Le souci d'occupation des territoires agricoles du Maghreb nécessitait une couverture stratégique méridionale, donc vers le sud. Or, dans ces régions, les nomades sahariens étaient gênants. Leur migration saisonnière à l'intérieur du territoire de colonisation, migration inéluctable puisque vitale, avait un côté utile en procurant des produits de la steppe et du désert, mais risquait toujours de se transformer en conflit avec les sédentaires. Les Garamantes, alors les Garamantes, c'est un peuple amazigh de Libye, dont la ville principale était Garama, d'où le nom Garamante, et qui était dans le Fezzan, donc au sud de la Libye. Il faut savoir que dans l'Antiquité, avant l'arrivée des Arabes, le monde berbère, donc le monde amazigh, s'étend du Maroc à la Libye. Donc au Maroc, vous aviez les Maures, donc, qui formaient le royaume de Maurétanie. Au niveau de l'Algérie, vous aviez un royaume qui s'appelait le royaume de Numidie, donc c'était des Numides, des Berbères, des Imazighes numides. Et vous aviez en Libye, alors en Libye, les Berbères de Libye ont eu plusieurs noms, on les a appelés les Lébous, donc là aussi les Garamantes, qui formaient on va dire un ensemble cohérent, un royaume, les Garamantes. D'ailleurs, les Lébous sont à l'origine de l'écriture amazigh, donc qu'on appelle le Tifinagh, et qu'on appelait le libyque. Voilà. Donc on a affaire à un très grand ensemble amazigh subdivisé. Donc je poursuis la lecture. Donc les Garamantes eux-mêmes, pourtant lointains, semblaient dangereux dans la mesure où ils pouvaient à tout moment renforcer le potentiel agressif des nomades du Sahara. Leur seule puissance sonnait comme un défi. Fin de citation. Et vous verrez que, là on va aborder le cas algérien et la relation de l'État algérien au Touareg, et vous verrez qu'il y a cette permanence historique à la fois de la défiance d'un État, les Garamantes à l'époque, la défiance d'un État vis-à-vis de ces nomades qui étaient dangereux, mais aussi l'utilisation par ce même État des nomades du Sahara comme force à utiliser contre un tiers. Donc c'est très intéressant d'observer cette permanence historique. Donc maintenant on va en venir au fait, c'est-à-dire les tensions algéro-maliennes sur le cas Touareg. Alors, le nord de l'actuel Mali a toujours été contrôlé ou occupé par les Touaregs, donc des nomades et semi-nomades qui ne répondent à l'autorité d'aucun État. Donc originellement, les Touaregs sont berbères, sont imazighes, mais une partie d'entre eux ont été arabisés depuis l'Antiquité, hein, et même avant l'Antiquité, puis néolithique. Cette zone-là, il y a même des milliers d'années, cette zone-là était occupée par des populations proto-berbères blanches, on va dire leucodermes. Donc le nord du Sahara était occupé par des populations blanches et au sud, dans le versant sud, des populations noires. Donc ils sont là depuis toujours. Voilà. Et les États alentours doivent gérer autant que faire se peut ces Touaregs.
ces populations nomades et semi-nomades du désert. Alors, donc, eux ne répondent à l'autorité d'aucun État. On est d'accord. Suite à la destruction de la Libye par Sarkozy et l'OTAN, c'est surajouté au problème touareg le problème terroriste. D'ailleurs, Bernard Lugan en parle beaucoup. Je vous renvoie à ses travaux, même si j'imagine que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo n'aiment pas Bernard Lugan. C'est pas la question d'aimer ou pas. Il faut, là, comme je vous ai présenté un ouvrage d'africanistes, dont beaucoup sont africains, notamment le célèbre Cheikh Anta Diop. C'est un ouvrage collectif et il a écrit une partie importante de cet ouvrage. Et Bernard Lugan, alors ce que j'ai sous la main, vous avez son histoire monumentale de l'Afrique. Voilà. Donc il y a son approche, mais il faut lire tout le monde. Enfin, un maximum d'auteurs sérieux, même si on n'est pas toujours d'accord avec leurs approches et leurs conclusions. Donc, c'est surajouté à la question touareg, au problème touareg, la question du terrorisme. De nombreux combattants touareg de l'armée de Kadhafi, donc après la chute de Kadhafi, vont au Mali et participent à la guerre séparatiste au Mali à partir de 2012. Parmi eux, il y a Yad Agrali, dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous vous intéressez au sujet. Et lui, il fonde début 2012 le mouvement Ansar Din qui s'allie à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. D'accord ? Et donc ça va poser évidemment un énorme problème au Mali, qui va appeler dans un premier temps la France à l'aide, et d'autres États africains vont s'en mêler. Donc la zone sahélienne, je l'ai dit, a toujours été occupée par des Touaregs, qui ont désormais fusionné avec des organisations terroristes qui se confondent avec des groupes de trafiquants. Merci qui ? Merci l'OTAN. Chaque fois que les États-Unis interviennent quelque part, eh bien, comme par hasard, vous avez l'apparition d'organisations terroristes, et en plus de ça, des organisations liées aux États-Unis, puisque Al-Qaïda est liée historiquement aux États-Unis, de même que Daesh. Daesh va aussi s'implanter dans cette zone-là, au Sahel. États-Unis, groupe terroriste. C'est toujours une coïncidence entre les deux. Mais on y reviendra certainement plus tard. Alors, le Mali, donc, accuse l'Algérie, avec qui elle partage une frontière de 1400 km de long, ainsi que des populations touareg qui vivent des deux côtés, qui vivent même majoritairement du côté algérien, donc dans le Sahara algérien. Donc le Mali accuse Alger de soutenir ces groupes pour déstabiliser le pays, donc déstabiliser le Mali. Donc, c'est une accusation portée par Bamako contre Alger. De son côté, l'Algérie, qui a sur son territoire la majorité des Touaregs, comme je vous l'ai dit, a toujours craint que ces derniers n'enclenchent un mouvement sécessionniste. Donc en définitive, le Mali comme l'Algérie font face au fond au même danger, le danger séparatiste des Touaregs. Mais d'après les Maliens et un certain nombre d'analystes, je vais y venir, Alger dirige les forces Touareg contre le Mali pour éloigner le spectre du séparatisme. Vous avez des Maliens, vous avez des Touaregs chez vous, vous avez un danger potentiel séparatiste, parce que vous avez une ébullition Touareg avec des revendications politiques et territoriales. Eh bien, soit vous vous entendez avec votre voisin, savoir le Mali, pour neutraliser ce problème, soit vous dirigez ce problème, vous renvoyez la patate chaude chez votre voisin. C'est ce que, manifestement, et donc c'est ce que disent les Maliens, c'est ce que fait l'Algérie, du point de vue des Maliens, d'un certain nombre d'analystes. Alors, plusieurs sources, notamment le ministère français de la Défense,
affirme en 2016 et en 2017 qu'Iyad Agrali, dont je vous ai parlé, le Touareg qui a quitté la Libye, qui est allé au Mali pour y semer la pagaille et qui a créé le groupe Ansar ad-Din pour... Alors lui, il n'a pas de revendication territoriale. Officiellement, il veut instaurer un État islamique au Mali. Donc renverser le pouvoir et installer un nouvel État. C'est sa position officielle. Donc, selon le ministère français de la Défense, donc en 2016 et 2017, Iyad Agrali serait protégé par les services algériens. Et qu'il s'y serait caché avec sa famille, précisément à Tinzaouatine. En 2016, il est repéré par des services secrets à l'hôpital de Tamanrasset en Algérie, par des services secrets occidentaux. Alors ceux qui le recherchent officiellement, ce sont les Américains et les Français. Donc 2 faux médecins sont envoyés pour l'éliminer dans l'hôpital, mais Iyad Agrali est changé de chambre à la dernière minute et il échappe à la mort. Donc de leur côté, les autorités maliennes accusent la France et l'Algérie de soutenir les terroristes séparatistes, d'accord ? Mais concernant Iyad Agrali et le soutien des Touaregs contre le Mali, les Maliens et les Français disent la même chose. En tout cas, pour ce qui concerne le cas de Iyad Agrali. Donc, ils disent que l'Algérie soutient les Touaregs contre le Mali. Alors que le Mali et la France sont en opposition radicale, puisque, comme je l'ai dit, les dirigeants maliens, accusent la France de soutenir les terroristes. Donc c'est un imbroglio extrêmement complexe. Alors, je vais vous diffuser là, comme ça vous aurez directement les propos et les accusations à la source. Je vais vous citer un extrait de l'intervention du Premier ministre malien à l'ONU le 26 septembre dernier, donc 26 septembre 2025, durant laquelle il accuse l'Algérie de soutenir les groupes terroristes et séparatistes contre le Mali. Donc je vous laisse écouter le Premier ministre malien à l'ONU. S'agissant des préoccupations régionales, je ne saurais passer sous silence la destruction d'un aéronef de type drone des forces armées maliennes le 1er avril 2025 par la junte algérienne. Le Mali condamne fortement cette agression et a saisi la Cour internationale de justice à cet effet. Depuis son accession à l'indépendance le 22 septembre 1960, le Mali n'a ménagé aucun effort pour la décolonisation du continent africain. À ce titre, il a activement soutenu de manière exceptionnelle l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Au regard de cette position politique constante en faveur du panafricanisme, ajoutée à la proximité géographique entre 2 pays qui partagent une frontière distante de 1300 km, le Mali a toujours observé à l'endroit du peuple frère algérien une attention bienveillante. À rebours de cette approche constructive du Mali, nous mettrons en exergue 3 situations incongrues et incompréhensibles ayant marqué les relations récentes entre nos 2 pays. 1. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tinzaouatine s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur des terroristes. Deux, comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien, au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km,
puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris du drone malien se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments. 3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères, intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Alors, comme je l'ai dit, il y a des analystes également qui pointent du doigt l'influence, le rôle de l'Algérie dans la déstabilisation du Mali en utilisant les Touaregs. Parmi ces analystes, il y a Nathalie Yamb, qui est une panafricaine africaine, et qui est d'ailleurs très respectée en Afrique, y compris par les dirigeants de l'AES, qu'elle soutient ouvertement, publiquement d'ailleurs, et qui produit aussi des analyses très documentées. Donc je vous invite à suivre sa chaîne. Alors, elle lance aussi des accusations visant l'Algérie en apportant des éléments. Donc, je vous laisse écouter cet extrait de Nathalie Yamb, et ensuite on va voir du côté de la partie algérienne. Je vous laisse écouter Nathalie Yamb. Vous voyez sur cette image le terroriste Inkinan Ag Attaher, que les valeureuses forces armées du Niger ont arrêté il y a quelques jours à la frontière Niger-Nigeria. Vous le voyez dans un jet privé en compagnie de celui qui était alors ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra. Ceci confirme que le parrainage des terroristes par l'État algérien a commencé il y a bien longtemps. Cela a d'ailleurs été encore une fois assumé fin décembre par l'actuel ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, qui a revendiqué ses accointances et la protection des criminels qui attaquent et endeuillent le Mali. Alors, on continue. Le 19 décembre 2023, le président algérien Tebboune a reçu l'imam Mahmoud Dicko, alors qui a servi, lui, de médiateur en 2020 entre les groupes armés, dits djihadistes, et le gouvernement malien. Lui, il est d'obédience wahhabite, il a fait une partie de ses études religieuses en Arabie Saoudite, mais il est quiétiste, c'est-à-dire qu'il est opposé à l'utilisation de la violence dans le cadre islamique. Ça existe. Il y a des wahhabites qui sont quiétistes, d'ailleurs c'est la majorité d'entre eux, et qui rejettent l'engagement armé et les exactions visant les civils. Donc lui, il est invité et reçu par le président algérien, Tebboune, le 19 décembre 2023. Et cette visite a été très mal perçue à Bamako parce que Mahmoud Dicko est un opposant au gouvernement de transition malien, le gouvernement actuel. Le ministre des Affaires étrangères du Mali accuse les autorités algériennes, je cite, d'ingérence et d'actes inamicaux. Selon le gouvernement malien, la visite à Alger de l'imam Dicko représente, je cite, une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Et il invite, donc je cite toujours le gouvernement malien, il invite la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seules légitimes pour entretenir les échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Fin de citation. Donc le lendemain, 19 décembre 2023, le président algérien Tebboune reçoit l'imam Mahmoud Dicko, et le 20 décembre, donc le lendemain, le 20 décembre 2023, l'ambassadeur algérien à Bamako a été convoqué par le gouvernement malien, et en retour, le lendemain, donc le surlendemain du 19, le 21 décembre 2023, l'ambassadeur du Mali à Alger fut convoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères.
Alors, l'Algérie, elle s'est positionnée il y a une dizaine d'années comme médiatrice afin de mettre fin au conflit entre les groupes armés au nord du pays, rebelles, et l'État malien. En 2015, l'accord d'Alger est signé afin de créer les conditions de paix durables via une, je cite, régionalisation et la création d'assemblées régionales élues au suffrage universel direct, mais sans autonomie ni fédéralisme. Mais, le 25 janvier 2024, le gouvernement malien de transition a annoncé sa sortie des accords d'Alger. Car, du point de vue du gouvernement malien, cet accord était à l'avantage des séparatistes touaregs. Donc, du point de vue de l'État algérien, donc si on prend les faits, la situation, du point de vue de l'État algérien, si la déstabilisation du nord du Mali est un objectif stratégique repoussant la menace touareg hors du territoire algérien, il est inconcevable, si on est rationnel, du point de vue donc, algérien, des dirigeants algériens, de soutenir la création d'un État touareg qui aurait à terme des revendications sur le Sahara algérien. Ce serait extrêmement dangereux. Donc il y a un entre-deux à maintenir, c'est-à-dire déstabiliser l'Algérie, c'est-à-dire repousser cette force puissante qu'est la force touareg, la repousser vers le Mali, mais sans forcément les soutenir jusqu'à la création d'un État touareg. Ce qui poserait évidemment un problème, puisque la majorité d'entre eux sont du côté algérien, enfin vivent sur le territoire algérien. Donc c'est un équilibre stable et extrêmement dangereux. Maintenant, on en vient à l'opposition sur ce cas-là entre la Russie et l'Algérie, ce dont on parle assez peu en réalité. Alors, là encore, je vais prendre les différents points de vue. Point de vue de l'Algérie, point de vue de la Russie. Donc l'Algérie s'oppose à la Russie sur le dossier sahélien, car cette dernière, je vous l'ai dit, soutient activement, par l'organisation paramilitaire Wagner, qui s'appelle maintenant Africa Corps, l'armée malienne dans sa lutte contre les Touaregs et les terroristes. En décembre 2022, lors d'un entretien accordé au Figaro, le président algérien Tebboune a ouvertement critiqué l'organisation paramilitaire russe Wagner, maintenant Africa Corps. Je cite le président algérien Tebboune en décembre 2022. Il dit « L'argent que coûte cette présence, c'est-à-dire Wagner, serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement du Sahel. » Fin de citation. En 2023, l'organisation paramilitaire russe Wagner, rebaptisée Africa Corps, aide l'armée malienne à prendre Kidal, qui était aux mains des Touaregs. Le 13 octobre dernier, donc 2025, à Moscou, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a donné une conférence de presse devant des journalistes du monde arabe. La journaliste envoyée spéciale de la radio d'État algérienne a posé au ministre russe des Affaires étrangères, donc Sergueï Lavrov, une question concernant des crimes qui auraient été commis par l'Africa Corps contre des populations civiles dans le Sahel. Je vous mets l'extrait de la question. Écoutez. Bonjour, je représente la chaîne internationale de l'Algérie. Certains pays africains, y compris les pays de la région du Sahel, craignent le corps africain qui se trouve là-bas et qui pourrait s'ingérer dans les affaires intérieures des États. Est-ce qu'il est possible, selon vous, que le corps africain commette les crimes contre les personnes civiles? Est-ce qu'il est probable, selon vous? Et donc, dans sa réponse, que je vais vous faire écouter aussi, je vais vous mettre l'extrait, donc dans sa réponse,
Lavrov rappelle que l'Africa Corps est une unité du ministère de la Défense de la Fédération russe et que par conséquent, une telle accusation revient à criminaliser l'État russe. Et il demande à l'Algérie, puisqu'il vous verrez, il dit à la journaliste algérienne, demandez à ceux qui vous ont dit de poser cette question, c'est-à-dire les autorités algériennes, de présenter des preuves des exactions qu'aurait commises l'Africa Corps au Sahel. Et ensuite, il a remis en question les frontières actuelles tracées par les anciens colons, en disant que ces anciens colons, qui ont donc tracé ces frontières artificielles en Afrique, notamment en Afrique du Nord, alimentent en fait le chaos dans la région. Je vous laisse écouter Sergueï Lavrov. Vous savez, le corps africain est une unité du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Nos militaires ne commettent pas des crimes contre les personnes civiles, ne commettent pas des attaques contre l'infrastructure civile. Et si les personnes qui vous ont demandé de couvrir ce sujet, de poser cette question, ont quelques faits, ont des questions, on peut les présenter tous les faits. On essaie de nous accuser de tous les maux du monde, et en ce qui concerne les pays limitrophes du Sahel. Si vous parlez du Mali, par exemple, alors au Mali, le corps africain est présent et fonctionne selon les requêtes, les demandes légitimes des autorités de ce pays. Nous sommes au courant des tensions qui existent entre nos amis algériens et nos amis maliens. Ces tensions sont liées au passé colonial. Appelons un chat un chat. La période coloniale, quand les pays occidentaux ont divisé l'Afrique comme ils le voulaient, ils n'ont pas pris en compte des groupes ethnoconfessionnels, comme c'était le cas avec le Burundi, le Rwanda, les Tutsis, les Hutus. Et dans le cas du Mali, on peut citer les Touaregs. Alors, tous ces facteurs alimentent les conflits. Et tous ceux qui ont divisé l'Afrique comme ça essaient de provoquer la tension, la plus grande tension, même aujourd'hui. Et si on prend la carte de l'Afrique, il y a beaucoup de frontières artificielles. Et l'Union soviétique, après la décolonisation, a examiné, a considéré la possibilité de faire la division des frontières de façon plus logique pour ne pas séparer les groupes confessionnels et les groupes ethniques. Mais la décision a été prise de ne pas le faire parce que cela aurait ouvert le boîte de Pandore. Alors, c'était la décision très sage de la part de l'Union africaine, je pense. Nous maintenons les contacts avec nos amis algériens en ce qui concerne le problème que vous avez mentionné, les relations avec le Mali, et nous maintenons les contacts avec nos amis maliens. Et les deux parties s'intéressent au rapprochement et à la résolution de ces désaccords. La dernière question, s'il vous plaît. Alors, la presse algérienne a vivement réagi aux propos de Sergueï Lavrov, surtout quand il a évoqué la question des frontières artificielles tracées par les anciens colons, puisque par ses propos, d'une certaine façon, il remet en question les frontières actuelles, notamment la frontière qui sépare le Mali de l'Algérie, ce qui a été perçu à Alger comme une menace venant de la Russie.
Alors je vais vous citer la presse algérienne, vous allez voir ce qu'il en est. Et comme ça, vous aurez aussi, comme je vous l'ai dit, le point de vue algérien sur cette question. Alors le site d'information algérien Maghreb émergent s'est montré, lui, inquiet et a accusé Moscou d'être à l'origine de la crise entre Alger et Bamako. Je cite le site d'information algérien Maghreb émergent. Lorsqu'il a tenté d'expliquer les raisons de la crise dans les relations algéro-maliennes, Lavrov s'est livré à un exercice diplomatique inquiétant. Les relations algéro-maliennes n'avaient jamais connu de crise avant celle déclenchée depuis l'arrivée des forces russes dans le nord du Mali. L'Algérie n'a jamais été partie prenante du conflit opposant le gouvernement de Bamako aux rebelles Touaregs et n'a jamais eu de conflit frontalier avec le Mali. À quoi joue donc le ministre russe ? Point d'interrogation. Fin de citation. Le quotidien algérien Al-Watan se positionne, lui, naturellement en faveur d'Alger, ce qui est normal, c'est un journal algérien, mais également en faveur du mouvement séparatiste Touareg, Azawad, accusant le gouvernement malien d'avoir relancé le conflit. Donc, du côté d'Alger, disons, on pointe du doigt le rôle néfaste de la Russie, d'ailleurs c'est ce qu'a fait le président algérien, ouvertement, Tebboune. C'est ce que fait aussi la presse algérienne, donc, en disant que on a des problèmes avec le Mali, que depuis que Wagner, donc les Russes sont présents, et on pointe aussi du doigt, donc là je vais vous citer un article du quotidien algérien Al-Watan qui met en accusation le gouvernement malien. Je cite Al-Watan. Le mouvement Azawad a, selon Sputnik, considéré la mutation de Wagner comme une poursuite. Donc là, Al-Watan cite le mouvement Azawad, donc le mouvement séparatiste Touareg Azawad, qui dit que la mutation de Wagner est une poursuite de la même approche brutale, une répétition banale d'un modèle fondé sur la répression, la violation systématique des droits humains et le mépris de la population locale. Donc ça, c'est ce que dit le mouvement Azawad, cité par Al-Watan. Donc Al-Watan reprend et dit « Le mouvement a fait savoir en l'espèce qu'il s'agit de pratiques largement documentées. » Donc les pratiques de Wagner Africa Corps, et donc du ministère russe de la Défense, sont largement documentées d'après le mouvement Azawad. Donc de plus, poursuit Al-Watan, de plus, selon le mouvement Azawad, cette mutation ne reflète aucun tournant politique ou militaire, mais met en évidence l'impasse dans laquelle se trouve la junte militaire au Mali, qui n'a aucune vision de développement. Le conflit entre le mouvement Azawad et le gouvernement de Bamako, poursuit Al-Watan, avait connu une accalmie quasi totale en 2015, grâce à un processus de négociation difficile qui avait abouti à la conclusion de l'accord d'Alger. Cependant, ajoute Al-Watan, le non-respect des termes de cet accord par les putschistes maliens, le report de sa mise en œuvre et de sa constitutionnalisation, puis le rejet total du document ont ramené la situation à la case départ et ravivé le conflit. Fin de citation. Voilà la position algérienne. Donc si on résume la situation, on a d'un côté le Mali qui accuse et l'Algérie et la France de soutenir les mouvements Touareg séparatistes et criminels, séparatistes et terroristes, pour déstabiliser le Mali. D'accord ? Pour, comme je l'ai dit, pour expulser ce danger qui pourrait toucher l'Algérie. Et du point de vue algérien, les dirigeants maliens, donc le nouveau gouvernement de transition malien, est à l'origine du conflit, puisque selon l'Algérie, il y avait eu un accord, donc l'accord d'Alger de 2015, qui prévoyait une résolution pacifique du conflit, mais que donc les dirigeants maliens, en rejetant
en sortant de cet accord de 2015, aurait relancé le conflit. Et également, toujours du point de vue algérien, la Russie, via l'Africa Corps, anciennement Wagner, donc ministère de la Défense russe, la Russie est responsable de l'aggravation du conflit et du chaos dans la région, et en plus d'être responsable de crimes commis envers des populations civiles au Sahel. Donc voilà un peu le tableau. Le tableau du conflit Mali-Algérie, Touareg, Russie. Là, j'ai fait donc, dans cette chronique un focal sur cette région-là avec ces différents acteurs. Mais dans la prochaine chronique, je vais dézoomer pour prendre du recul et comprendre que ce conflit-là au Sahel opposant le Mali, les Touaregs, l'Algérie et la Russie n'est que la partie émergée d'un bouleversement géostratégique et d'une réorientation géostratégique dans la région, impliquant aussi, j'en ai pas encore parlé mais je vais en parler, impliquant aussi les États-Unis. Et donc une confrontation sourde mais réelle entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. La Russie, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent épisode, a une très grande stratégie en Afrique, une stratégie de pénétration, de tête de pont, avec le Soudan, le Tchad, etc., la Libye, avec le général Haftar, dont je vais vous parler aussi dans la prochaine chronique, qui pose un problème à l'Algérie, parce que la pomme de discorde entre l'Algérie et la Russie n'est pas qu'au Sahel, elle est aussi en Libye. Et cela va permettre de comprendre également ce que j'avais évoqué, je vous avais dit que je vous l'expliquerai, ça va permettre de comprendre également pourquoi est-ce que les États-Unis veulent absolument réconcilier le Maroc et l'Algérie. C'est parce que ça s'intègre à une grande stratégie américaine pour le Maghreb et pour l'Afrique du Nord, et même pour la zone aussi sahélienne, une grande stratégie pour repousser l'influence russe. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'Algérie dans cet épisode-là. C'est-à-dire que les intérêts de l'Algérie, la géopolitique algérienne, en tout cas ce que perçoivent les dirigeants algériens comme étant l'intérêt de l'Algérie, a conduit l'Algérie à un virage stratégique et géopolitique que très peu d'analystes je crois même aucun analyste, n'a véritablement pointé du doigt. D'où les tensions avec la Russie. C'est pas simplement le Mali. C'est le Mali, c'est la question libyenne, mais c'est aussi à inclure dans une vaste stratégie, une vaste opposition entre la Russie et les États-Unis en Afrique. Et quand on dit les États-Unis, on parle aussi de la France, puisque la France a été vassalisée par les États-Unis. Et donc l'opposition entre la France, notamment, et le Mali, et la Russie, est à intégrer dans cette nouvelle configuration géopolitique. Donc, pour vous expliquer tout cela et finir avec cette série sur l'Afrique, je vous donne rendez-vous, si Dieu veut, exceptionnellement, dimanche prochain, à 20h. N'oubliez pas de soutenir cette chaîne. On en a besoin via Tipeee, via PayPal, via Patreon, dans la description de la chaîne. Et je vous dis à dimanche 20h, si Dieu veut.